Allez. Écoute, bonjour Aurélie et bienvenue sur le podcast Hypnose et compagnie. Faut pas que je me trompe, à force de changer les noms, je sais plus. Bonjour Anna, merci de ton invitation sur le podcast Hypnose et compagnie. C'est bien, c'est bon, on est raccord. Alors, avec toi, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu comme on a dit juste avant, un peu touchy, mais important puisque je pense qu'on voit pas mal de personnes en cabinet qui ont cette problématique et même si c'est des fois pas le sujet de leur venue. Donc, on va parler des violences sexuelles. On est tout bon. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui t'es, ton parcours dans l'hypnose, dans l'accompagnement. Enfin, rapidement, oui et non, hein, finalement. Pas de souci. Donc, je m'appelle Aurélie, je suis accompagnante depuis 2020, 2021, je ne sais plus. J'ai été enseignante pendant 20 ans, donc voilà, le métier d'accompagnant pour moi, c'est une reconversion. J'étais prof d'anglais pendant 20 ans. Et pour situer un peu ma parole, je suis une femme blanche, cisgenre, hétérosexuelle, plus ou moins valide, parce que j'ai un handicap invisible, je souffre de douleurs chroniques, qui sont bien au taquet en ce moment. Euh, Ayant fait des études supérieures et issue d'un milieu social plutôt modeste, voire Ok. modeste moins. Voilà. C'est intéressant. J'ai peu d'intervenants qui situent leurs paroles. Pourquoi c'est important? Alors, je commence à dévier. Et pourquoi c'est important pour toi? Parce que sur le sujet qu'on va aborder, il y a des inégalités. Mm. Donc forcément, la façon dont moi je situe ma parole, elle porte aussi un certain nombre de privilèges. Alors même si j'ai moi-même un vécu de violence, il n'empêche que de manière plus systémique, j'ai quand même à cet endroit-là un certain nombre de privilèges et que je pense que c'est important de les situer. Ok. Et ton parcours dans l'hypnose, comment ça se fait que tu es arrivé à faire de l'accompagnement et à aller sur ce sujet-là? L'accompagnement, c'est alors quand j'ai décidé de me reconvertir. L'enseignement, moi, c'était vraiment une vocation à la base, hein. Genre, je voulais Mm. être que j'avais 6 ans, hein. C'est pas j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, hein. C'était vraiment un truc. Donc, j'ai dû faire un travail de deuil quand je me suis dit, ouah, je suis plus du tout à ma place là-dedans. Ouh, ouch. Donc, j'ai fait un travail avec Switch Collective, qui est une boîte euh, voilà, qui m'a permis de bosser un peu sur ce projet de reconversion. Au départ, j'ai repris un cursus en psycho, en FPP à Lyon 2. Et je me suis très vite, pas du tout, j'ai vu ta tête. Je me C'est suis très, particulier, Lyon 2. je me suis très vite dit, ah ben ça va pas être comme ça que je vais accompagner, ça va pas être possible du tout. Et vraiment, j'ai eu ce truc, je sentais en fait que ça me mettait dans un inconfort et vraiment même dans un tiraillement. Et je me suis dit, bah non, en fait, tu vas pas reproduire le même schéma, enfin, juste réfléchis 3 secondes, quoi. Et un peu frustrée, un peu, parce que moi j'ai un côté un peu rageuse, quoi. Donc j'ai cherché vite une solution et je suis tombée sur un centre de formation en hypnose dans ma région. Et je me suis dit, tiens, les thérapies brèves, donc j'ai creusé un peu et je me suis dit, ah ouais, mais ça me parle carrément plus, quoi. Et voilà, je me suis formée au départ à l'hypnose, puis après à d'autres outils, les TCC, l'analyse transactionnelle, la thérapie systémique. Bon voilà, après moi, j'ai un côté un peu boulimique des apprentissages, donc je me suis formée à plein de choses. Mais j'y suis entrée un peu par hasard quand même, un peu par dépit au départ, Mm. frustrée parce que je me sentais pas à ma place en psycho, mais là je me suis très vite sentie à ma place pour le coup. Ok. Et ça, c'était cool. C'est très très cool même. C'est quoi ta manière d'accompagner toi maintenant? Comment tu vois, parce que j'imagine que ça a évolué depuis le départ où tu as commencé. Est-ce que tu es plus sur de la psychothérapie, de l'accompagnement long, alors long dans les thérapies courtes, hein, j'entends, ou tu es resté un peu sur le truc d'hypnose en 2, 3, 4 séances? Alors le truc d'hypnose en 2, 3, 4 séances, non, mais je pense que ça a jamais été ma came et j'ai vite compris que justement ça c'était un truc qui me... En fait ça me mettait une espèce de pression de performance et là pareil, j'avais l'impression de reproduire des trucs un peu, enfin j'étais là, ouais, non, ça me parle pas. Et j'ai horreur des injonctions. J'ai vraiment ce truc je suis poil à gratter, moi les injonctions ça m'insupporte. Et donc, bah, pas de psychothérapie classique parce que je suis pas psychothérapeute, mais je me laisse le temps.
et j'ajuste les outils en fonction. Donc, bah, parfois, 3 4 séances, ça va suffire. Et puis, bah, s'il en faut 10 12 il en faut 10 12 quoi. J'ai Mm. pas de problème avec ça. Ouais, tu t'adaptes à Exactement. la demande et à la problématique de la personne, quoi. Et à son temps Et dont elle a ce besoin. qui surgit au fur et à mesure, Ouais. on y viendra certainement, mais comme tu disais, il y a des choses qui sont parfois pas à la demande initiale et qui vont surgir, surtout quand tu les questionnes. Et là, bon, bah forcément, quand il y a baleine sous caillou, il faut Mm. s'occuper de la baleine quand même. C'est- Donc, arrivons au sujet. Euh, donc, pour toi, comment tu définis une violence sexuelle? Alors, comment moi je le définis? Je le définis comme tout acte qui est vécu comme une violence. Après, il y a la définition légale. Ça, c'est voilà, c'est à part et parfois c'est important aussi de le reposer. Je pense notamment à l'accompagnement d'ados, jeunes adultes qui ont parfois pas du tout conscience des choses, bon, même des plus adultes en fait. Mais pour moi, tout acte d'intimité qui est vécu comme quelque chose de contraint, de violent, de malaisant, c'est une violence. Ok. Ça n'a pas besoin d'être forcément si physique, quoi. Non, Ça par peut être exemple, le fait psychologique. ouais, ouais, le fait de montrer, de montrer des images à caractère sexuel, par exemple, Mm. de façon non souhaitée, non consentie, c'est une violence. C'est pas, il n'y a aucun contact physique, mais ça reste une violence. Ok. Je suis intéressée par la définition légale, du coup. Je pense que c'est important qu'on la mette aussi. Ouais, alors la définition de l'agression sexuelle, Ouais. donc c'est l'article 222 alinéa 22 et 222 alinéa 27 du Code pénal, et c'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sans qu'il y ait pénétration, en sachant quand même que l'agression, elle va être caractérisée si on est sur des zones précises, notamment la bouche, les seins, les fesses, la zone pubienne, l'entrecuisse. Sur d'autres zones, il va falloir démontrer le caractère d'agression. Si par exemple le contact physique se fait au niveau du bras, de l'épaule, il va Mm. falloir montrer que on a, voilà, ça a été répété, que ça a été posé, que c'était pas souhaité, qu'il y a eu insistance, qu'il y a eu des paroles en même temps. Enfin, voilà. Les zones concernées par le contact physique vont être importantes. Ok. Et c'est la victime qui doit Voilà. démontrer. Oui. Ok. Pratique. Ah bah c'est pas pour rien qu'il y a aussi peu de condamnations, hein. Ouais. Je pense qu'on va viendra aux chiffres et qui sont assez Ouais. hallucinants quand même entre le. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Donc, agression sexuelle, on a la définition légale. On a ta définition aussi d'une violence sexuelle. Ouais. C'est tout bon. Tu parlais du consentement. Tu disais que c'était. Donc, je pense qu'on va définir un peu tous les termes, hein, sur le départ. Le consentement, on y revient. On avait fait un podcast là-dessus, mais intéressant d'y revenir. Qu'est-ce que le consentement? Comment tu le définis, toi? Le consentement, c'est le fait de s'assurer que les deux partenaires sont au courant de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Le consentement, il doit être éclairé, donc on doit savoir à quoi on consent. Il doit être enthousiaste, c'est-à-dire que ça doit pas être par dépit et ça doit pas être en cédant. Alors, je pense notamment aux violences sexuelles conjugales, mais ce Mhm. truc de bon bah quand il faut y aller parce que de toute façon sinon il va pas me lâcher la grappe et je vais pas pouvoir dormir. C'est pas du consentement. Mhm. C'est vraiment bon bah allez, j'y vais, j'attends que ça passe et après je peux pioncer quoi. Ouais, j'ai la paix pour une semaine, c'est fait, quoi. Ouais. Et il doit être réversible. Il est spécifique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on consent à un baiser qu'on va consentir à des caresses, c'est pas parce qu'on consent à des caresses qu'on va consentir à une pénétration. Enfin, voilà, c'est spécifique, donc ça doit être revérifié quand on avance dans le moment d'intimité et réversible à tout moment, euh, sans avoir à justifier du pourquoi. Ok. Je crois que c'est important qu'on définisse, enfin, que tu définisses tout ça et qu'on soit éduqué en tant qu'accompagnant à ça, parce que des fois, c'est nous qui allons devoir faire un peu de psychopédagogie auprès Oui. des personnes qu'on voit. Ouais. Et notamment sur le caractère réversible, Mm. parce que le mythe de l'allumeuse, alors je vais principalement genrer au féminin, parce que la grande majorité des victimes sont des femmes, même si je reviendrai après sur les populations plus à risque, il y a aussi des agressions qui concernent les hommes, mais il n'empêche que on porte aussi sur nous le poids de la définition de ce que doit être une fille bien. Et ce mythe de l'allumeuse, il pèse énormément sur nos épaules. Et donc bah, c'est bon, maintenant que tu as commencé, tu vas jusqu'au bout.
il est juste mais horrible, quoi, notamment chez les plus jeunes, mais quand tu questionnes aussi des personnes plus anciennes de mon âge, par exemple, bah, c'est aussi des choses qu'on a vécues. Moi, c'est un truc que j'ai vachement vécu dans ma jeunesse, Ah quoi. bah oui, oui, enfin, je pense que tous les âges, en tout Donc, cas actuellement, dans l'éducation ouais. sexuelle, c'est... mais vraiment, c'est le... Même nous, je pense qu'on en arrive à culpabiliser si on va pas au bout. Ouais. Et ouais, mais on a commencé, on l'a chauffé, il faut bien qu'on... Le pauvre, quoi. Et Enfin, en plus, le bout, il est défini, il, il est centré sur l'homme. ah ben C'est-à-dire complètement. C'est la jouissance la de l'homme qui sexualité, voilà. finit une relation sexuelle. C'est ça. Elle est, la sexualité dans notre société, elle est hétéronormée, elle est phallocentrée, elle est pénétrocentrée. Et donc, voilà, la fin d'un acte sexuel, c'est l'éjaculation de monsieur. Et après, il peut ronfler tranquille. Et voilà. Et on attend. Et nous, on se dit, ah, tout ça pour ça? Ah, c'est pas fou. C'est pas C'est pas fini. bien, c'est Ah, pas voilà. bien. Ok, donc définition très importante. Important que nous, on s'éduque là-dessus encore qu'accompagnante, parce que quand on nous raconte des histoires, eh ben, on peut pas rester neutre, je pense, des fois. Ah, moi, je cherche pas du tout, c'est neutre. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, hier, j'étais encore en supervision avec une personne qui commence et qui était encore dans ce truc de la neutralité. Donc, normal, elle commence, elle sort tout juste de sa formation. Et je suis revenue sur ce concept de neutralité. Alors, je suis pas allée jusqu'à là, mais sur, de toute façon, nos biais, etc. Donc, à ton avis, pour toi, on peut pas rester neutre en séance. Alors, je peux comprendre qu'on souhaite le rester. Alors, pas juste parce qu'on sort de formation, mais aussi parce que c'est des sujets qui viennent nous chercher. Et je pense honnêtement, moi j'accompagne aussi beaucoup de thérapeutes, que ce soit en supervision ou en thérapie. Et je pense honnêtement qu'il y a une surreprésentation dans la communauté des accompagnantes des victimes de violences sexuelles. Donc je pense qu'il y a aussi des choses qui viennent nous chercher et dont on peut ressentir le besoin de se protéger, surtout en début de pratique, mais même après, parce qu'on a des moments de fragilité, parce qu'on n'est pas supervisé, parce qu'on n'est pas accompagné sur ces sujets-là. Donc je peux comprendre la recherche, et je pense que vraiment chacun son positionnement, sa posture, son cadre. Moi, je suis ouvertement non neutre. Voilà. Et je le vis bien. C'est intéressant ce que tu dis sur... il y a une surreprésentation pour toi des... parce que moi, j'allais dire une surreprésentation des burn-out, des personnes qui vont pas bien. Je Qui vont pense qu'il y traverser a des quand même- trucs un peu chauds. Un ouais, peu il y comme a- en psycho. De toute façon, j'avais déjà vu ça en psycho. mm, Mais pour toi aussi, dans le métier de... on va dire accompagnant en général, il y a plus de personnes... ouais, il y a des vécus bien cabossés quand même. ouais, c'est pas pour rien qu'on travaille Ouais. sur nous, hein, je crois. Oh oui, on n'arrive quand même pas là par hasard, quoi. Mm. Ok, donc, à quoi on va reconnaître une personne victime de violences sexuelles dans nos séances? Mm. C'est une question, je sais à quel point elle est très mauvaise et très mal posée, hein. J'entends. Est-ce qu'il y Euh, aurait des signes particuliers, alors à part l'histoire hein, qu'on va nous raconter, est-ce qu'il y a des signes particuliers, des symptômes? euh, alors moi, c'est pas tant que la question est mal posée, c'est que j'ai peur de mal y répondre. Parce que je pense que, je pense que c'est quand même très personnel. Ça vient beaucoup aussi de notre vécu. Et ça, alors, je ne l'ai pas posé quand j'ai situé ma parole, mais moi, j'ai quand même un vécu de violence assez, disons, riche et varié, pour le poser comme ça. Euh, donc, il y a des choses auxquelles je vais peut-être plus réagir, notamment quand on est sur l'hypnose, tu vois, des hypervigilances, ce que Jordan Verrou appelle le suricate, c'est le Hmm, côté... je plonge, hop là, je ressors tout de suite, je reste en hypervigilance, il y a plein de résistances qui se lèvent, euh, la difficulté à fermer les yeux, enfin voilà, des choses comme ça où moi je vais me dire, oh, tiens, la personne, elle n'a pas l'air sécure. hmm, Et à partir de là, je vais questionner, parce que pour moi, la sécurité, c'est la base de tout. Donc, ok. est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est dans la façon de créer la relation qu'il y a quelque chose qui s'est pas joué correctement? Euh, ou est-ce qu'il y a autre chose? Moi, j'ai tendance à questionner assez Tu rapidement. questionnes ta cliente, alors je sais pas si tu dis Ouais. cliente, patiente, je vais dire cliente, moi. Tu questionnes ta cliente sur qu'est-ce qui se passe pour elle en termes de sécurité, comment tu fais? Ouais. En fait, Ok. quand je sens une résistance se lever, je fais toujours venir la part de résistance. Et donc, moi, je pose toujours que mon cadre est hyper flexible, sauf sur un truc, le consentement.
Donc c'est hyper important pour moi de savoir que la personne est en sécurité. Je peux pas supporter, moi, de me sentir en posture d'agresseuse, en fait. C'est vraiment un truc, ça va venir me chercher vite et fort. Donc si je sens qu'il y a une insécurité, bah, je vais faire venir cette part-là et je vais lui demander de quoi elle a besoin. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la temporalité? Est-ce que c'est la relation? Est-ce que c'est... Et voilà, parfois, à ce moment-là, on prend un petit temps de pause et on dit, bah non, il y a dans le vécu des choses qui font Ok. que c'est un peu compliqué. Ok, hyper intéressant. Euh, Quand c'est toi, peut-être que des gens t'ont répondu, bah c'est en effet c'est vous, il y a peut-être un humour déplacé ou un truc qui a déconné ou tu t'es même pas rendu compte finalement. Comment tu Est-ce que tu peux rattraper? Est-ce que il y a moyen de faire quelque chose ou c'est bon, Ah, le lien est pété et c'est mort, hein. ça dépend en quoi c'est moi. Si effectivement, et alors moi, je te le disais tout à l'heure, j'ai zéro filtre, hein. Donc moi, souvent, je vais dire, est-ce qu'à un moment, j'ai dit de la merde? Mm. Est-ce que genre, à un moment, j'ai fait une énorme boulette? C'est parfaitement dans mes cordes, hein. Ça, Je sais vraiment, faire. je sais bien faire. Euh, je t'avoue que ça m'est rarement arrivé, en fait, Ouais, qu'on me dise c'est vous. Euh, et je crois pas que ça me soit arrivé avec des adultes, d'ailleurs. Je crois que ok. ça a dû m'arriver une fois ou deux avec des ados, mais qui m'ont dit, mais c'est vous, mais c'est pas vous, vous. C'est vous l'adulte, quoi. C'est, tu vois, la représentation de l'adulte qui fait que je vois pas pourquoi je vous ferais confiance là, comme ça. Comme t'es- C'est une très bonne réflexion, on note bien. Donc là, et là, je dis, bah ouais, Oui. carrément. Mais ça, c'est un truc que je pose aussi souvent dans mon cas. Vous ne devez pas la confiance parce que vous avez décidé de passer ma porte, en fait. C'est génial ça, d'entendre ça. C'est juste, je le prends pas pour un prérequis. Genre, oh, vous avez pris rendez-vous, ça y est. Le lien est créé. Ouh. Ça y est, tout est fait. Ouh, bah non. Donc voilà, je l'ai rarement eu, mais sinon vraiment je questionne. Mais même dans la séance, souvent, notamment quand il y a cette part de résistance à laquelle Mm. je fais appel, je vais lui dire surtout tu me dis quoi. Si, si je fais n'importe quoi, si je dis n'importe quoi, si je vais pas au bon endroit, si elle va pas au bon endroit, parce que des fois les gens veulent aller un peu vite et fort Mm. directement au cœur du problème, surtout tu le dis quoi. Ok. Tu crées une espèce d'allié Ouais, dans la séance avec une partie de la personne ça. qui va rester en vigilance de toute façon. Exactement. Cool, c'est marrant, enfin, c'est à l'inverse de ce qu'on pourrait voir des fois où on essaye d'éteindre les vigilances et d'éteindre les résistances. Toi, tu t'en fais des alliés. Ouais, je pense que c'est très lié à mon propre tempérament. C'est Ok. que bah, moi, du coup, mon vécu fait que je suis très facilement en hypervigilance, Mm. que j'accorde pas ma confiance facilement, que être assise les yeux fermés devant quelqu'un, et tu vois, il y a un truc de vulnérabilité. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose qui résonne et que je comprends et je me dis, ben non, en fait, je vais. Et puis, en fait, c'est fatigant de nager à contre-courant. Genre, pourquoi faire ça? Ouais, c'est épuisant. Et ayant ce même truc d'hypervigilance, puis moi, Donc ça va me autant, flinguer très très vite. Donc, autant bah, aller discuter directement avec cette ouais. partie-là, lui demander de quoi elle a besoin, et puis surtout lui dire qu'on a confiance, quoi. C'est-à-dire que cette partie-là, quand elle s'est créée pour de bonnes raisons, et clairement protéger la personne que j'accompagne, elle sait faire, quoi, bien mieux que moi. Donc j'ai tout intérêt à savoir ce qu'elle elle met en place pour se protéger, pour pas aller à l'encontre de ses mécanismes de défense. Sinon, je Mm. vais péter la relation et je vais faire plus de mal que de bien. Enfin, Et tu vois, c'est intéressant pour personne. dans ta stratégie d'accompagnement, à un moment, est-ce que tu essayes quand même de baisser ou de modifier ces stratégies de défense, ou vraiment tu laisses faire et tu travailles sur autre chose à côté, quoi? J'ai- je, Ça dépend, tu vas me dire. c'est jamais mon objectif. C'est Ok. parfois l'objectif des personnes, mais dans ce Oui. cas-là, j'explique le risque, à mon sens, de vouloir tout de suite aller lever les résistances. Euh, et donc j'explique justement ce truc de nager à contre-courant, et ça sert à rien. D'abord, on va surfer la vague, et même si on ne sait pas surfer, bah juste on va faire la planche comme une baleine échouée. C'est bien aussi. On va se laisser porter. Et après, les mécanismes, ils se baissent d'eux-mêmes, en Ouais. fait. En tout cas, dans le cadre de la séance, et puis après, ça se transpose à ce qui se joue à l'extérieur pour la personne, et en quoi ça peut être un problème pour elle dans ses dynamiques relationnelles, dans son intimité, que sais-je. Enfin, Ok. Alors, je me suis emballée, hein, évidemment. J'ai commencé à faire les questions d'après. On a senti. Je reviens en arrière.
Mais c'était, et je reviendrai sur cette idée que le changement qui va se créer en séance, c'est-à-dire la confiance qu'elle va t'accorder et les mécanismes qui vont se baisser pourront être transposés sur les autres relations qu'elle a à l'extérieur, puisqu'en fait, au final, tu travailles plus le relationnel et le lien de confiance que un protocole de changement ou qu'un truc très particulier. Et, euh, et du coup, c'est hyper intéressant comme orientation. Donc j'y reviens, je me le note. Mais, alors, j'étais sur mes symptômes. J'essaye pour une fois, tu vois, d'être... je n'y arrive pas. C'est une question qui était importante, et on en a parlé tout à l'heure, en termes de chiffres. Euh, bon, on a des biais, hein, quand on voit des gens en cabinet, bah, il y en a quand même plus qui ont vécu des choses horribles que des gens qui vont très très bien. Mais les chiffres de personnes agressées sexuellement, tu les as? Alors, sur les chiffres, il faut savoir qu'il y a des sources qui diffèrent. Ok. Les sources ministérielles, alors notamment les sources de la MIPROF, qui est la mission, j'oublie toujours, donc je retrouve le truc, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, regroupe en fait toutes les enquêtes officielles. Donc l'enquête cadre de vie et sécurité, voilà. Donc, mais ces chiffres-là, ils vont se baser sur les faits d'agression qui ont été Déclaré? verbalisés, Ah, ouais, qui ok. ont été déclarés, merci, je cherchais mon mot. Déclaré Donc à la police. C'est pas des sondages dans la population. il y en a. Il y en a, ok. Il y a eu, je sais plus si c'était 2020 ou 2021, il y a eu quand même une enquête, il y a eu une enquête de fait auprès de la population française. Euh, mais en tout cas, ça se base sur les agressions qui sont signalées avec ou sans dépôt de plainte. Ok. Sachant que dans ces chiffres gouvernementaux, donc dans ces agressions qui sont déclarées, il n'y aura que 6% des victimes qui vont déposer plainte. Ça, c'est le pourcentage pour les violences sexuelles physiques. Ça tombe à 2% pour les atteintes non physiques. Donc harcèlement, cyberviolence, etc. Là, on tombe à 2% de dépôt de plainte. Ok. Après, on a des études qui ont été faites par des assos, notamment le CFCV, donc le collectif féministe contre le viol, Nous Toutes, la Fondation des femmes, euh, où là, bah, voilà, on est sur des enquêtes auprès de la population qui révèlent qu'environ une femme sur deux a déjà été victime de violences ou de harcèlement sexiste ou sexuel, et une femme sur trois victime d'agression sexuelle, tentative de viol ou viol. Ok, c'est énorme. Oui. Et donc dans ces chiffres-là, dans ces une femme sur trois, une femme de deux, il y en a 6%, enfin, dans une femme sur trois, il y en a 6% qui portent plainte, quoi. Ouais, pour les C'est ça. atteintes. Pour les atteintes physiques. Et je pense que ça va tomber encore plus bas pour certains types de violences, notamment les violences sexuelles conjugales. Alors forcément, ça c'est un truc sur lequel je reviens beaucoup parce que c'est un sujet quand même qui me tient particulièrement à cœur, mais les violences sexuelles conjugales, elles vont souvent se fondre dans le continuum plus large des violences conjugales. Elles vont pas toujours être questionnées directement, Mm. même en cas de dépôt de plainte pour violence conjugale. Et puis, bah, il y a encore énormément de tabous autour du viol conjugal. Donc, voilà, ce type de violence sexuelle-là, il va tomber, les stades vont tomber encore plus bas. Euh, les populations les plus précaires, je pense aux travailleurs, travailleuses du sexe, aux migrants, migrantes, voilà, des personnes qui vont avoir plus de difficultés aussi à, à faire les démarches administratives du dépôt de plainte. Forcément, tu vois, tout ça, c'est des violences qui passent à la trappe, en fait. Elles vont pas être comptabilisées du tout. Mm. Ouais, il y a toute la problématique des démarches, il y a toute la problématique de se rendre compte Ouais. que c'est un viol ou que c'est une agression sexuelle. Et notamment dans le couple. C'est le Oui, truc le déni est fort. oui, tout à fait. Ok, donc les chiffres sont importants. Au final, très peu et en jeu. T'as eu le chiffre des condamnations par hasard? Alors, les chiffres des condamnations, on est à moins d'1% pour les plaintes pour viol ou tentative de viol. Moins d'1% aboutissent à des condamnations. Tout va bien. Voilà, On ne s'énerve pas. tout va bien. Alors, en fait, la loi sur le code pénal est claire. Honnêtement, on a quand même des textes de loi qui sont clairs en France. Mais les choses sont très mal appliquées. Et on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, hein, mais
apporter la preuve matérielle du viol, ça incombe à la victime. L'élément d'intentionnalité qui n'existe pas tel quel dans la loi, enfin, c'est cité, mais en fait, c'est un peu comme le devoir conjugal, hein, c'est une question d'interprétation des textes. Il est quand même très, très présent dans les jurisprudences. C'est-à-dire Et qu'il y a eu viol, mais sans intention de violer, c'est ça? il y a eu viol sans avoir conscience de violer. Alors, Ah, si tu ok. as suivi un peu le procès des Oui, viols, du Pélico. Mm. ce truc il revient tout le temps. Mais parce que c'est souvent l'axe de défense aussi des avocats de la défense, parce qu'ils savent. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres en même temps, à un moment. Et en fait, ce qu'ils savent, c'est que ça va souvent faire qu'on va requalifier, on va requalifier en agression sexuelle, où il va y avoir un classement sans suite, donc, parce que c'est pas suffisamment caractérisé. Donc on revient sur l'importance d'éduquer tout le monde, et que tout le Mhm, monde s'éduque à qu'est-ce que c'est qu'un viol, qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle. mhm, Parce qu'en dernièrement, j'en ai rencontré des mecs qui, quand tu leur expliques, se prennent une baffe dans la gueule et se rendent compte de ce qu'ils ont pu faire et à quel point ça pouvait être forçage et voire du viol, quoi. mhm. Ok. Donc, ça, c'est les chiffres, important de les avoir aussi. Et on rappelle que donc nous, dans nos cabinets, on en aura d'autant plus, puisque ben, forcément, on voit des gens qui vont mal, donc il y a Ouais. de gros chances, risques d'en avoir un petit paquet de personnes. Et puis Toi, on a ton... des Vas-y. répercussions quand même à long terme. À moins d'être vraiment spécialisé dans le sujet et d'être un peu connu pour ça, les gens puis ils viennent pas vers nous en première intention. Mm. Et à juste titre, hein, parce que souvent en première intention, surtout s'il y a une démarche un projet de dépôt de plainte, etc., il faut qu'il puisse y avoir des certificats, etc. Et nous, on est non réglementé, donc on n'est pas habilité à les fournir. On va plus savoir les conséquences à long terme. Mm. Donc, les gens, je pense notamment aux personnes qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance ou dans l'adolescence. Moi, j'ai quand même pas mal de personnes que j'accompagne qui ont plus de 50 ans et qui souffrent encore, notamment dans leur dynamique relationnelle, ou en termes d'anxiété, troubles du sommeil, tout ça, des conséquences d'une agression qui a été subie 30, 40 ans avant, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Toi, alors du coup, ton cadre d'accompagnement, t'en as un petit peu parlé. Il y avait cette notion de consentement qui ne bougera pas. Non. La notion de sécurité. Comment tu Voilà. poses ton cadre? Quel est ton cadre? Comment tu le poses? Euh, Ce que je dis souvent en premier, c'est que c'est pas moi qui guide, moi j'accompagne. Donc la personne me guide et moi je l'accompagne. Je fais très attention, alors je pense que c'est aussi lié à justement à mon vécu à moi, je fais attention de ne pas projeter. Alors on peut pas ne rien projeter, hein, c'est pas possible, attention, je suis pas dans la pureté de l'accompagnante parfaite. Mais du coup, j'essaye d'être vraiment la moins intrusive possible, la moins... C'est vraiment un équilibre constant parce que je cherche à être pleinement présente sans prendre trop de place. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce truc. Voilà, je dis aux gens, souvent au début d'accompagnement, bah, vous allez peut-être me sentir un peu tâtonner. Alors, c'est pas parce que je sais pas ce que je fais, c'est parce que je sais pas encore qui vous êtes, comment vous fonctionnez, et que c'est ça, en fait, qui doit créer mon cadre. Ça ne doit pas partir de moi, ça doit partir de vous. Donc ça, au début, j'ai besoin d'apprendre à le connaître, à le comprendre, et à partir de là, les bases de sécurité seront posées, quoi. Ok. Donc ta posture, c'est te guider Mm. et le C'est cadre, d'accompagner et de me... d'accompagner, pardon, et Mm. de te laisser guider par le client. Et, et ton cadre, donc, c'est créer de la sécurité. C'est que, en fait, sans la sécurité, pour moi, tu t'as rien, tu fais rien. Ok. Quelqu'un qui est en insécurité, enfin, tu vas pas créer d'alliance thérapeutique, tu vas pas, enfin, y a rien qui va se faire, quoi. Je fais très attention à respecter la temporalité. Donc, c'est pour ça que je m'avance jamais sur un nombre de séances, sur, voilà, je sais pas combien de temps il faudra. Je fais très attention aux mots, à ne pas, euh, à ne pas poser de mots à la place d'eux. Tu parlais tout à l'heure de la difficulté de Ouais. réaliser aussi, hein, en tant que victime ce qu'on a pu nous faire subir.
c'est important à mon sens de ne pas poser de mots à la place des personnes, parce que Je- ouais, ça peut être retraumatisant. Euh, donc voilà, ne pas parler à la place d'eux, ne pas agir à la place d'eux, c'est-à-dire ne pas apporter moi des solutions. Et c'est pour ça que je dis, vous guidez, moi j'accompagne. Mm. En fait, c'est pas mon vécu, c'est pas mes choix, c'est pas, voilà. Donc la liberté de choisir et de pouvoir poser justement ce cadre où on retrouve cette liberté de choix et de consentement, pour moi, elle est essentielle. Donc voilà, ne pas parler, ne pas agir à la place de la victime. Je vérifie quand même aussi toujours, notamment dans le cadre des violences conjugales, si la personne que j'accompagne est toujours ou non au contact de son agresseur ou de son agresseur. Et donc, j'hésite pas, si c'est le cas, à rediriger aussi vers des assos comme le CIDFF, le planning familial, voilà, les antennes, il y a des antennes locales aussi, souvent de nous toutes. Voilà. Moi, dans mon département, il y a Solidarité Femmes 21 qui est plutôt actif. Donc voilà, j'hésite pas aussi enfin, voilà, à renvoyer aussi les gens vers des assos qui vont pouvoir les conseiller sur d'autres volants, quoi. Ok, donc tu prends aussi en compte le contexte dans lequel ils évoluent. Ouais. Je peux pas accompagner sans systémie, moi, c'est pas possible. Ok. J'arrive pas. On en parlera du coup de la systémie. Donc, si je comprends bien, dans tes stratégies d'accompagnement, ce qui passe en, j'allais dire en méta, mais c'est pas bon, c'est pas le bon mot, tu vas peut-être m'aider, mais en, ce qui passe dans toute ta façon d'accompagner dans ton cas et tout, c'est de euh, retrouver la liberté de choix. Donc, c'est pour ça qu'en effet, tu peux pas imposer un protocole, une façon d'entrer en transe, ton timing de changement ou quoi que ce soit. Le consentement, retrouver la liberté de consentir ou de pas consentir, et je garde quand même cette idée de créer une relation avec la personne de sécurité et de confiance qu'elle pourra recréer ailleurs en dehors de ton cabinet. On est, euh, on peut devenir des figures d'attachement. Ouais. Et c'est quand même important de se dire que bah, on peut aussi contribuer. euh, et moi, ça a été mon cas, donc je pense que ça résonne aussi particulièrement pour moi. Euh, mais quand je me suis formée, mon formateur, enfin, voilà, il a aussi été mon thérapeute. Et découvrir que j'étais en capacité de lui faire confiance, Tu vois, en formation, j'ai vécu des trucs pas forcément hyper cool, sur des remontées traumatiques pendant les exercices et tout, des choses pas chouettes, et où il a été hyper sécurisant. Et en fait, je pense que vraiment, ça a ouvert des portes pour moi de capacité à faire confiance et à créer de la sécurité. Et ça s'est répercuté dans d'autres pans de ma vie. Donc, je pense qu'il y a quand même un effet. Voilà, c'est un petit caillou dans l'eau et après, il y a une petite onde qui peut être cool quand même autour. Bon, c'est le principe de beaucoup de psychothérapie, enfin d'accompagnement comme ça à long terme, c'est quelle est la relation que tu crées avec ton praticien pour, ou ta praticienne pour changer tes relations à l'extérieur. Ouais. Et puis, Ok, comme disait Bowlby, l'attachement, c'est de la naissance à la mort, quoi. Donc, on peut aussi contribuer à ça. parfait. Je vous renvoie du coup ceux qui écoutent, qui ne connaissent pas sur les théories de l'attachement de Bowlby. On avait fait un podcast, je ne sais plus lequel. Écoutez les 80 podcasts et trouvez. Bonne chance. Il y avait une fiche technique avec. Oui, allez chercher de votre côté, c'est important ces théories qu'on voit peu finalement, parce que c'est la psycho-psycho, c'est l'écho du développement. Et donc on les voit pas beaucoup en hypnose et c'est dommage. Mm. Alors, pour celles et ceux qui accompagnent les enfants, les ados, si je peux me permettre de faire un petit peu Vas-y. Isabelle Ablin Ah, carrément, et carrément. Anne-Gaëlle Froid-Marien, elles ont proposé une formation attachement et Oui, parentalité. en effet. Et Anne-Gaëlle est pédiatre intégrative, elle est systémicienne, elle est géniale en plus. Je l'adore. Et la formation est vraiment top. Vraiment, vraiment top sur l'attachement. Très bien. On mettra le lien. Ok, donc j'entendais ce que tu disais, c'est qu'on peut pas poser les mots à la place des gens. Comment tu deals alors avec le côté psychopédagogie? Est-ce que tu en as quand même? Espèce de
très mauvais choix de mots, mais d'éducation sur le consentement, sur des choses comme ça. C'est difficile de pas poser des mots à la place des gens tout en leur expliquant. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu leur demandes de faire des recherches? Est-ce que ils se débrouillent? Est-ce que tu sors les rames? Comment ça? Moi, je pas de problème avec les rames. Je pense que ça, c'est l'avantage de 20 ans d'enseignement. C'est Oui, c'est vrai. te retrouver un peu seul au monde et te dire, OK, bon, bah, débrouille-toi, ça va, je gère. Euh, je pars des mots qui sont posés par la personne. Je Ouais. demande souvent, ça c'est quelque chose que je demande, quels mots vous posez sur ce qui s'est passé. Euh, et parfois, je demande l'autorisation, moi, de poser des choses, notamment par rapport au consentement. Il y a des mots auxquels je fais attention, hein, notamment le mot viol, etc. Mais voilà, je repose des choses de, bah non, on n'a pas le droit de. Mm. Euh, je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps. Bah non, non, le fait que tu étais alcoolisé, c'est pas, Oui, c'est même une ça circonstance valide aggravante. pas. Ouais. C'est même une circonstance aggravante, hein, que ce soit pour l'agresseur ou pour Mm. l'agressé. Les agresseurs ont tendance à penser que eux, quand ils ont consommé de l'alcool, c'est une circonstance atténuante. Non, c'est une circonstance aggravante. Donc, oui, de la psychoéducation, j'en fais tout le temps. Mm. Tout. Parce que je pense que c'est important aussi que les gens puissent s'approprier les choses. Alors, ça revient à la liberté de choisir, mais pour moi, l'autonomie, c'est vachement important aussi. De pas créer de dépendance et de faire en sorte Mm. que les gens puissent le plus rapidement possible s'approprier les choses euh, et pouvoir du coup bah, les adapter à qui elles sont, ce qu'ils ont envie de faire avec. Donc oui, de la psychoéducation, j'en fais tout le temps. Ok. Est-ce que la dépendance, pour toi, ça peut être une étape dans le relationnel et pour passer à l'autonomie après? Bon. Bah, on revient à la théorie de l'attachement, mais, Voilà. mais oui, parfois il y a ce besoin-là. Il y a Ok. besoin de ça avant de pouvoir prendre son envol. Il y a besoin de passer parfois par cette phase-là et c'est OK aussi. Mm. Bien. Est-ce que tu parlais des outils que tu utilisais? Moi, j'avais creusé un peu, utilisé TCC, il me semble. Et tu parlais de la systémie. Comment tu fais ton mix dans ta marmite? Je sais pas trop, je fais un peu comme Casimir, moi je fais du gloubi-boulga. Euh, En fait, la systémie, c'est présent tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que ma formatrice nous avait dit, je me souviens au début de la formation en systémie, elle nous avait dit, vous allez voir que une fois qu'on ouvre cette porte-là, on voit tout avec des yeux de systémicien. Oui, pour moi, c'est ton orientation thérapeutique pour le coup. Ouais. Il y en a qui vont orienter psychanalyse, passé, machin. Toi, c'est orienté systémique. Ouais, et aussi, bah, dans cette non-neutralité, c'est aussi la systémie sociétale, c'est la Mm. culture du viol dans laquelle on baigne depuis toujours. Ouais, on est quand même dans une société où, qu'on veuille le regarder ou non, la culture du viol, elle est omniprésente, quoi. Ah, ouais, complètement. Dans les films, dans les livres. Bah, il y Mm. a ce livre incroyable là, sur la violence. Tu vas m'aider parce que tu l'as lu, je le sais. J'en ai lu tellement que là. Non, mais justement dans toute la culture pop, Ah oui, désirer la violence. désirer la violence. Voilà. Ouais. Et clairement, c'est ce qui est sexy finalement. On te vend Ah oui. ça comme le truc sexy du mâle alpha, gros bourrin qui impose son truc et c'est sexy et c'est vrai qu'on commence à regarder avec ce filtre les films, voir les téléfilms de Noël Ah, mais, actuels, c'est une catastrophe. mais tu sais, moi, je me souviens, enfin, même, tu vois, la scène de Star Wars où Ah bah. une fois, voilà, il colle, enfin, tu vois, ce baiser sous la contrainte, enfin, tu vois, ce truc de forceur et ce truc de, bah, quelque part, c'est ce qu'il faut pour séduire une femme, quoi. Hmm. Faut la conquérir. Franchement, le vocabulaire de la conquête, il est terrible. C'est bon, on n'est pas, on sort de l'idée que les corps des femmes sont des propriétés qu'on acquiert, quoi. Mais ceci dit, c'est présent aussi dans nos lois. Enfin, tu vois, je parlais du devoir conjugal tout à l'heure, et c'est moi qui digresse, mais tout notre code civil, il est construit là-dessus.
l'institution du mariage, elle est construite là-dessus, sur cette idée que la femme est une propriété dont la jouissance est passée du père à l'époux Ok. au mariage. C'est quand même problématique. Ou légèrement. Mm. Mais donc, tu digresses, je reviens pour une fois. D'où l'importance aussi d'aller, parce qu'on est très, on peut pas tout chercher. Attends, je m'emballe dans mes pensées. On peut pas tout chercher, on peut pas tout faire des recherches sur tout. Mais nous, en tout cas, quand on débute, même pendant un bon temps, on cherche beaucoup nos outils, à apprendre, à se former sur nos outils, et on va pas voir plus large sur des systèmes, des contextes, et on prend, en tout cas en hypnose, en coaching aussi, dans les formations que moi j'avais faites, on prend pas en compte le système, le contexte. Donc en fait, quand laisse les gens repartir, ils repartent dans le même contexte, dans le même système, et nous, on a un espèce de cabinet euh, qui est trop bien, hein, c'est tout le beau, mais c'est pas le monde, c'est pas le vrai monde. Oui, c'est Donc toi, pas, tu prends. Vas-y, tu t'allais dire? oui, c'est pas la vérité vraie du quotidien de la Non, personne. Alors, cette bulle, parfois, elle est salutaire hein, dans des contextes sûr. de violence, mais pour moi, il faut vraiment questionner. Et puis, ça change tout. Le fait que la personne, elle ait autour d'elle un système soutenant ou pas, que ce soit dans le cadre des violences ou dans n'importe quel autre désir de changement, hein, Mhm. c'est le soutien des systèmes autour de toi, Il est il, important. ouais, Ouais, il pour faut- tout. Je bah pense, oui. par exemple, quelqu'un d'alcoolique, il peut pas retourner dans le système de base de la personne avec qui il fait la fête, quoi. Donc oui, oui, moi je questionne toujours les différents systèmes. Souvent, je questionne la famille d'origine, la famille créée. Alors, quand je dis famille, c'est au sens large, hein, ça peut être le couple ou couple avec des enfants, ou le système amical, et puis aussi parfois le système professionnel sur les thématiques d'anxiété, de Mhm. burn-out, de dépression, tout ça. Donc voilà, ça vient jouer aussi. Puis accessoirement, c'est quand même un endroit où on passe pas mal d'heures de nos vies. Donc ça compte. Donc voilà. Et souvent, j'explique aux gens là que bah, ce que j'essaye moi de faire, c'est de me dessiner mon petit système autour d'eux, quoi. Ok. Donc ça, tu me disais, c'est ton orientation globale, Mm. la La place des TCC, de l'hypnose là-dedans. Alors pour moi, l'hypnose, elle est vachement importante parce qu'elle va permettre de venir travailler, je trouve, très en douceur. Moi, c'est un truc que je dis souvent, mais j'aime bien le répéter, puis j'aime bien radoter, hein. Pareil, j'ai été prof 20 ans. Puis j'ai deux gosses en plus. Mais si j'avais connu l'hypnose avant, j'aurais adoré pouvoir bosser sur mes traumas avec l'hypnose. Vraiment. J'ai jamais autant avancé qu'une fois que j'ai découvert cet outil. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait avancer en douceur. C'est là que j'ai pu sortir. euh, alors la culture très européenne de la thérapie, où il faut que ça fasse mal, quoi. Tu vois, il faut souffrir. Et en plus, moi, j'ai un driver soit fort au taquet. Donc le combo des deux, c'était magnifique. Donc j'ai pu découvrir aussi on pouvait se faire douceur, Mhm. même pour travailler des trucs horribles. Et voilà, pour venir travailler sur des vécus traumatiques, venir apaiser des tensions émotionnelles, venir se réapproprier des choses qui nous ont été volées aussi dans nos parcours de violence parfois. L'hypnose est vraiment chouette. Mais sur ces parcours-là, sur ces émotions-là, on a aussi mis en place des mécanismes de défense, des systèmes de pensée, des jugements sur nous, sur les autres, sur le monde. Et ça, les TCC, c'est quand même vachement utile pour travailler ça. Et je trouve que c'est un chouette outil aussi pour donner de l'autonomie aux personnes, pour leur permettre de mieux se comprendre et de travailler aussi par elles-mêmes entre les séances. On dirait que tu bosses vachement l'émotionnel avec l'hypnose Ouais. et les pensées automatiques, des choses comme Ouais. ça, le cognitif avec les TCC. Et j'alterne tout le temps, en fait, c'est toujours un peu entremêlé parce que Mhm. j'ai beaucoup de mal, moi, avec cette séparation entre le mental et l'émotionnel. Enfin, tu vois, pour moi, Complètement. on est vraiment des gloubi-boulgas, pour le coup. Tout s'entrechoque, tu vois. Mhm. Je donne souvent l'image c'est du multiball du flipper.
Multiball. Ah, parce que tu vois, c'est bah oui, non, mais en fait, on peut pas faire le tri, c'est juste, c'est multiball. En fait, ça sort de partout, ça cogne de partout. Voilà, à part taper dans tous les sens et espérer marquer des points, c'est pas grand-chose à faire. C'est ça, plac, plac, plac. Donc voilà, pour moi, c'est important de faire ces allers-retours Ouais. constants. Et je trouve ça chouette d'entendre ça parce qu'on est. Et je reviens encore. La supervision d'hier, j'avais tout sur. Oh là, elle me disait oh, mais je veux pas poser trop de questions en hypnose parce que j'ai peur de ramener le mental. Et des fois, on est resté sur cette idée qu'il fallait pas de mental dans Voilà, c'est trop ça. l'accompagnement, dans l'hypnose. Donc, bon, là, on est mort hein, sans mental. Là. Moi, je dis aux gens, l'état de conscience modifié, c'est pas la mort cérébrale. Ah Sinon, non, sinon, c'est pas très rentable, c'est pas très ah, cool. c'est pas super rentable. En plus, moi, je suis handicapée d'un bras, je peux pas vous enterrer dans la cour, quoi, c'est pas possible. Il me faut de l'aide. Du coup, je dois payer quelqu'un. Ça Ah non, 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 trop compliqué. enfin, les charges. Donc oui, oui, travailler les deux, je trouve ça Ouais. logique de toute façon dans l'être humain. À un moment, tu peux travailler l'émotionnel tant que tu veux si tu as les pensées automatiques qui arrivent, sont toujours sur les mêmes scénarios catastrophes ou les mêmes rappels ou les mêmes trucs, ça va créer une émotion aussi, quoi. Et puis moi, je suis une spécialiste du oui mais. Donc forcément, moi, je fais ce truc de dire, bah oui, mais le mental, bah oui, mais non. Et on revient au fait de ne pas nager à contre-courant, mais Bien sûr. en fait, la façon dont on est formé, ça nous prépare à nous compliquer la vie dès qu'on commence à accompagner. Quel est l'intérêt? Voilà. J'ai espoir que ça s'améliore petit à petit, je pense. Ok, donc sur ton accompagnement, est-ce que tu peux rajouter des choses sur ta façon d'accompagner? Euh, Parce que là, j'avais passé sur les boulettes à ne pas faire quand on accompagne, mais si s'il y a quelque chose que j'ai pas questionné, Non, 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 je pense qu'on a fait le tour de ce qui est vraiment le plus important pour moi et dans le cadre et dans les outils. Donc, non, non, vas-y, passons aux donc, boulettes. les Miam, miam. boulettes, le meilleur. Alors, quelles sont les boulettes à ne surtout pas faire quand on accompagne des violences, des agressions sexuelles? Euh, alors, pour moi, il y a boulettes et boulettes. Attention, Évidemment, oui, attention, mais séquence zéro filtre. c'est Il y a parti. il y a la boulette du connard et il y a la boulette plus inconsciente. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même une forte représentation des parcours un peu cabossés dans le monde de l'accompagnement. Et je pense que l'accompagnement des violences et des violences sexuelles, ça vient vachement nous chercher sur le syndrome du sauveur et sur le besoin parfois d'apporter des solutions, le besoin de soulager. Et puis en plus tout ce qui vient s'entrechoquer sur l'injustice, quoi. T'as vu ta réaction tout à l'heure que je te donnais les chiffres des condamnations, t'as quand même ce truc de mais what the fuck? Donc il y a un moment où tu peux avoir cet élan de réparation, et je pense que là-dessus c'est hyper important d'être supervisé parce que ça peut venir nous chercher. Euh, Donc ouais, apporter des solutions un peu toutes prêtes, pour moi ça peut être une boulette et ça peut replacer je pense aux violences conjugales, à tous les mécanismes d'emprise. Pour moi, redonner de la liberté, c'est quand même essentiel, quoi. Donc tant pis si ça prend plus de temps, on s'en fout, mais ça doit pas venir de nous, quoi. C'est Tu veux pas dire que notre part. le risque, c'est de recréer en fait une espèce de pattern et de le recréer pareil en voulant aider, mais ça reste la même problématique de manque de liberté et d'imposer quelque chose. Et tu parlais de pattern, c'est là que j'en viens à l'autre boulette. Parce que ça, c'est quand même un discours que j'ai pas mal entendu. C'est d'ailleurs un des discours qui m'a fait quitter de nombreux groupes d'hypnose. Euh, Parce que vraiment, ce discours-là, je peux plus. En fait, comme je te le disais, une fois, ça me donne envie d'épiler des scies au lance-flamme. Ce truc de oui, mais oui, mais quelque part, il y a un pattern récurrent. C'est ce truc psychanalytique, c'est des cycles de la violence. Et donc, en gros, de venir expliquer aux victimes que bon, ben, c'est peut-être qu'elles le cherchent un peu, quoi, Et inconsciemment. c'est qu'elle trouve quelque chose d'intéressant dans la position de victime. C'est horrible.
Et non, mais je l'ai encore entendu la semaine dernière. Enfin, et franchement, enfin, y compris dans la bouche de gens qui ont quand même vraiment de l'influence dans le monde de l'accompagnement. Moi, j'en peux plus d'entendre ce discours-là, quoi. Bah, c'est toujours pareil, en fait, on culpabilise les victimes et on s'occupe tranquillement de mettre un... C'était le Pendule qui nous avait fait ça, le magazine, là, à un moment, sur mais c'était même dans les vies antérieures et compagnie. Enfin, qu'est-ce que tu viens régler de tes vies antérieures, de ta dette karmique ou je sais pas quelle connerie, en te faisant violer dans ce vie-là, quoi. C'est Ouais, ouais. horrible. Ah non, mais ces discours-là, ils sont. Enfin, c'est vraiment très présent, effectivement, hein, dans le développement personnel, dans la néo-spiritualité, euh, c'est hyper culpabilisant, quoi. Et c'est hyper. Moi, je déteste le déterminisme. Alors, je pense que c'est beaucoup lié à mon parcours, mais je me dis, si je m'étais arrêtée au contexte dans lequel j'ai évolué, je- j'avais qu'à me foutre sous le train, quoi. Donc, le déterminisme, c'est pas trop ma came. Et non, enfin, non, ces discours-là, c'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment pas possible. Après, il y a effectivement des mécanismes qui peuvent être liés au trauma, qui peuvent créer des patterns de comportement, de recherche de dissociation qui peuvent amener à des conduites à risque, à des choses où on peut du coup aller vers de la revictimisation, mais c'est lié au trauma. C'est... Voilà. Donc on en revient à la responsabilité initiale de la personne ou du contexte qui a créé le trauma, pas de la personne qui l'a subi. Elle a fait Complètement. pour s'adapter, quoi. C'est important. Donc là, grosse boulette de revenir sur... on ne pose pas la question. Alors, quel avantage pour vous à continuer à faire ce comportement? Quel bénéfice secondaire? Les bénéfices secondaires. Non, mais parce que si vous restez, c'est peut-être que quelque part, vous y trouvez votre compte. Et puis à chaque fois, vous avez des hommes violents, c'est peut-être pas pour rien, hein. Faut peut-être vous questionner. Et ça, tu l'as, y compris dans les professions réglementées. Ah bah oui, oui. C'est pour que moi, Faire de la merde, c'est pas que pour les professions non réglementées. Oui, non, mais c'est quand même un discours que j'entends beaucoup, moi, dans mon cabinet, de me dire, bah, Ah ouais. bien. Moi, je l'ai entendu d'une psy sur... je disais que j'avais peur dans la rue. Parce que je me suis fait emmerder toute ma jeunesse. Et ma jeunesse, et je continue à être jeune. Voilà. Jusqu'à maintenant. Un peu Juste- moins. Moi, c'est ce que je dis, je suis pas plus vieille, je suis jeune depuis plus longtemps. Voilà. Et elle me disait, en fait, de façon, mais tellement, je voyais qu'elle galérait, que bah, elle, dans le quartier, elle n'avait pas ce problème, qu'elle prenait son chien et que peut-être, bah, comment je m'habillais, bah, en jogging à 6 heures du mat quand je vais marcher, en fait. Incroyable. Et je m'étais énervée, du coup, je dis, mais en fait, on va quand même pas dire que c'est ma faute non plus. Enfin, si je me fais emmerder, c'est quand même pas moi qui lance des grands appels de phare en jogging, dégueulasse, pas maquillée, pas coiffée, machin. Et puis même si je t'ai maquillée, coiffée, hein, Ouais. mais t'en viens à te... Ah, le mot. À donner des explications à la con, en fait, Ouais. à te justifier que non, non, tu ne fais pas d'effort de beauté et que non, on n'a pas à t'emmerder. Et puis ben, même si t'en fais, en fait, même si tu Mais as oui, envie de porter une robe, même si mais complètement. en fait, c'est bon, tu as le droit d'être belle aussi, quoi. Tu vois, Je ça sais, fait pas de toi un objet. j'essaye. Mais oui, Pas oui, besoin de... mais c'était marrant de voir que, en connaissant tout ça, mentalement, mais émotionnellement, étant de toute façon complètement dans la peur, les machins, j'en étais à justifier auprès d'une psy qui est une figure d'autorité, quoi qu'il arrive, même si je l'estimais pas de ouf, elle restait une figure d'autorité à qui je venais confier des trucs et je cherchais des solutions. En plus, TCC, parce qu'elle avait marqué TCC, je voulais des solutions TCC parce que je me voyais bien faire dans ma tête ce que je faisais. Et l'autre, elle me sortait des banalités psychanalytiques à la con. Oui, mais votre relation avec votre mère, ah, mais merde, avec la relation avec ma mère. Bah ouais, votre lien d'attachement, bah ouais, c'est bon, je sais déjà, merci, Captain Obvious, c'est trop utile. Donc, intéressant. Est-ce que tu vois d'autres boulettes? Donc, celle-là, très importante. Les yaka faucons. Voilà, tout ce qui est injonction, mais vous savez, il faudrait, alors notamment dans les contextes de violence, euh, il faut déposer plainte, voilà, faut vous en aller, il faut ceci, il faut cela. Donc moi j'ai plastifié une petite affiche que m'avait envoyée une collègue Isoline, une petite image, je te l'enverrai, le yak à faucon. Donc un yak avec un faucon dessus, hein, voilà.
Et du coup, quand les gens me disent, mais oui, mais on m'a dit que, non, mais ça, c'est le yaka faucon, ça. On s'en fout. Ouais, ça peut mettre une sacrée pression. Ouais, bah, en fait, il y a énormément d'injonctions parce que, comme on disait, c'est toujours à la victime de justifier, c'est à elle de justifier qu'elle l'a pas trop cherché, c'est à elle de tout justifier. Donc, ouais, ces injonctions, elles sont présentes tout le temps, tout le temps, tout le temps, et malheureusement, on les reproduit parfois dans nos cabinets, dans nos accompagnements. Et ça, pour moi, c'est la grosse boulette, parce que c'est carrément la double peine, quoi. Mm. Et il y a des accompagnements qui disent, bah, de toute façon, des accompagnants, pardon, qui disent, bah, de toute façon, voilà, c'est à vous de trouver comment faire avec. Maintenant, il faut aller de l'avant, il faut nanani. Bah, en fait, t'es gentil, Jean-Jacques, mais on se calme, quoi. Qu'est-ce qu'on peut? Je ne même pas qu'on puisse dire. Ouais, Ah, ouais, ouais. je trouve qu'il y a un gros, gros travail d'éducation, d'écouter la parole des victimes aussi, et donc le fonctionnement Et de se des taire. traumas, voilà, d'écouter, se taire, aller écouter des interviews, aller écouter, lire des choses, écouter les gens qui en parlent, en fait. Mm. Ça donne vraiment beaucoup d'infos. Quand on l'a pas vécu nous-mêmes, que ce soit une oppression ou que ce soit une agression ou n'importe quelle problématique, en fait, c'est, il faut vraiment écouter les gens. Et même, et Même surtout, quand on l'a vécu quand pour on nos l'a vécu. propres. Mais Parce quand que, tu l'as vécu, tu fais gaffe différemment, j'ai l'impression. ouais, parce que le risque de projeter est Ah vachement ben, plus. par contre, le risque de projeter est plus important. C'est pas les mêmes risques pour moi. Donc, c'est vrai que moi, je me tais encore plus. Hmm, de Des choses que j'ai moi-même vécues. toute façon. Bien, d'autres boulettes? On est pas mal. Ouais, et puis tout ce qui est la prétention de savoir ou de comprendre. Je Hmm, comprends ce que vous vivez. Ah bon? Et comment tu fais ça? Donc, ouais, tout ce qui est. Ouais, se taire, quoi. Mieux vaut se ouais. taire. Qui n'est pas aisé en séance, Mais les silences, parfois. tellement précieux. Et le silence. Ça pourrait être un bon exercice. Un exercice que je donne en supervision, c'est se taire. Ouais. Tu poses une question, tu te tais. Je le donne aussi en thérapie de couple, ça, des fois. Quand je sens, Ah, je dis, OK, alors là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous installer face à face. Vous allez vous regarder dans les yeux. Et pendant 1 minute, vous n'allez plus parler. Généralement, ça fait tout de suite redescendre. Le silence est un outil vachement puissant. ouais. Qu'on utilise. En fait, d'un coup, on ne l'utilise jamais. Mais il C'est nous fait, vrai, je n'ai jamais parlé en podcast, en machin, en truc. ça fait peur, le silence. Ouais. On est seul quand on se tait. En transe, c'est plus facile à utiliser. Quand la personne est en transe et de la laisser vivre son truc, et encore des fois, tu meubles. Et peut-être que. Mais c'est vrai que dans le questionnement, c'est encore plus dur en transe. Nouvelle idée de podcast. Merci. Très intéressant. Top. C'est bon pour les boulettes? Ouais, Top. Dernière petite question. Je vois qu'on est déjà à 1 heure. Bon, on s'emballe, on s'emballe. Euh, Comment, toi, tu gères tes propres émotions? Parce que comme tu le disais, c'est des sujets qui peuvent venir nous chercher, qu'on ait vécu ça ou pas. Euh, on peut rapidement projeter sur notre fille, sur quelqu'un de notre entourage, enfin, voilà. Donc, comment toi, tu gères tes propres émotions en séance? C'est-à-dire quand un truc vient te cogner, est-ce que tu ressens l'émotion? Est-ce que tu as une espèce de dissociation? Voilà, comment tu gères ça? Et en dehors des séances. alors, dans la séance, j'essaye d'être congruente, en fait, entre mon discours et ma façon d'agir. Donc, je ne peux pas dire aux gens, euh, toutes les émotions sont les bienvenues, et garder ma poker face tout le temps. Donc, moi, honnêtement, en séance, je rage, je ris, je pleure parfois. J'ai pas de problème avec ça. Euh, Quand je sens que ça monte fort, quand même, alors là, paradoxalement, mon propre vécu traumatique me permet assez aisément de mettre mon propre ressenti dans un tiroir et de rester présente à l'autre quand même.
Ça, c'est un des bons côtés du truc. Et après, bon, bah voilà, je le retravaille moi. Maintenant, je prends le temps de l'accueillir. C'est-à-dire que la dissociation, moi, ça a toujours été mon mécanisme de protection depuis toute petite. Euh, le travail le plus dur, ça a été d'apprendre à me réassocier. Donc ça, maintenant, je m'oblige vraiment à le faire. C'est-à-dire si je sens qu'un truc vient me traverser vraiment fort, je me dis, OK, là, c'est pas le moment et il est hors de question que je surcharge la personne. Mais par contre, ça, je vais pas pouvoir le laisser sous le tapis parce que je vais me prendre les pieds dedans sinon. Si je sens que c'est dans un angle mort, un truc où je sais pas où je veux pas aller inconsciemment, bah, je réserve ma petite séance et je vais me faire accompagner. Ok. Accompagnement basique, basique en thérapie ou supervision? Les deux. Et les deux, pour moi, sont pas au même endroit. Genre, la supervision, c'est plus, je vais plus y aller quand quelque chose vient questionner mon cadre, quand je me rends compte que voilà, tu vois, je suis sortie de ma posture habituelle, qui est un truc qui me met en inconfort à cet endroit-là. Là, pour moi, c'est plus de la supervision ou sur des oppressions que je vais moins connaître. Et la thérapie, c'est vraiment quand là, il y a une résonance. Je sens qu'il y a un truc qui vient chercher quelque chose vraiment au fond de moi. Là, ouais. Ok. Tu as quelques conseils, ressources pour des personnes qui... moi, j'ai beaucoup de débutants qui écoutent. Et, euh, et comme on disait, ben, des fois, on ne sait même pas que la personne va venir avec un passif d'agression sexuelle. Et donc, on a commencé un accompagnement et on va, même si on n'est pas formé, même si on galère, on va continuer. Donc, toi, je sais que tu formes maintenant les thérapeutes, il me semble, hein. Je dis Alors, pas de conneries. Tu as une formation hein, là-dessus. il propose une supervision collective. Supervision, ok. Alors, j'ai des supervisions individuelles, mais j'ai aussi créé un espace de supervision collective. Donc, la première session, là, a débuté et je pense que je vais en relancer une Ah oui, mais d'ici. t'étais full là, je crois. Ouais, Ok, cool. c'est sûr. Donc, je pense que oui, faut pas hésiter à remettre de la sécurité. Ça, Mm. c'est aussi beaucoup de ma formatrice en systémie, c'est toujours rester dans le confort. Et ça, moi, j'adore le confort. Donc, dès qu'on sent que quelque chose est inconfortable, de pas hésiter à aller voilà, faire une séance de supervision individuelle et de cibler quand vraiment c'est des sujets. Là, on est sur des sujets très spécifiques, hein, donc parfois on a vraiment besoin d'un regard spécifique sur ces sujets-là. Il faut pas hésiter à le faire, quoi. Et puis il faut Ok, pas hésiter à rediriger, à demander de l'aide. Voilà. parfait. T'as des petites ressources pour commencer à se former là-dessus? T'en as dit Alors, pas mal hein, au début, mais ouais, sur les violences sexuelles, il y a quand même les formations de nous toutes ouais. pour se sensibiliser qui sont vraiment chouettes, hein. C'est tous les mois, il y a un agenda de formation qui sont gratuites alors sur les violences sexuelles. Et parfois, voilà, il y a des choses un peu plus ciblées parce qu'elles fonctionnent aussi en partenariat avec d'autres assos. Donc je trouve que c'est quand même vraiment là hyper accessible parce que c'est gratuit, Ouais. parce que c'est le soir, parce que voilà. Donc ça c'est quand même vraiment chouette pour se sensibiliser. Euh, sur le psychotrauma, il y a quand même le site de Muriel Salmona, mémoire traumatique et victimologique, qui est une mine d'or de ressources euh, à ne pas négliger. Après, je pense que c'est essentiel de se former au trauma quand Mm. même. On n'accompagne pas, enfin, c'est pas ce qu'on fait sur les formations Ah non, générales qui suffit. non. Euh, Non, parce Vraiment. que je t'informe qu'on est toujours sur si tu fais une restructuration d'histoire de vie, sur quelques séances, sur plusieurs séances, c'est bon, tu règles un trauma. Ah oui, non, mais moi, Ouais. j'ai une amie à qui une hypno a dit non, mais ça se règle en une séance. Ah oui, sur du trauma complexe, Ah ben bien bien sûr. J'en suis un là, Roméo Cournal. Je balance les noms. 45 minutes, un trauma. C'est même pas Ouais. une séance, c'est 45 minutes. Parce que nous, on le fait mal, c'est pour ça. Non, mais enfin, alors moi, ça, c'est le genre de truc qui m'active, ça me fout en colère, quoi. C'est-à-dire, en plus, on replace les gens dans une posture d'échec, c'est-à-dire qu'on leur fait croire que c'est possible.
Non, mais Bon, quand est-ce qu'on arrête de mentir aux gens, quoi? Je veux dire, si le mec il a besoin de se mentir parce que ça fait péter son ego et que ça lui fait trop de bien, bah c'est cool, mais il faut qu'il comprenne qu'il est pas au bon endroit, quoi. mais c'est de la vente de formation en fait. Ah ouais, non, C'est pas là pour le coup, c'est même plus de la vente de séance. mais... C'est de la vente de formation pour qu'ensuite tu ailles faire de la merde avec tes clients. Ouais. Bon, bah ça, je l'avais eu aussi, où ouais, j'avais quand même une nana qui m'avait dit, ouais, si tu fais ma formation à 3000 balles, euh, tu seras capable de gérer absolument tous les traumas. Et moi, j'étais là, bah, en fait, je suis praticienne en hypnose, hein, je suis pas médecin psychiatre, donc je crois pas, non. Je crois pas. Vraiment, je crois pas. Donc bon, après, moi, des formations, j'en ai pas fait 150 000, hein, j'ai fait celle sur le trauma, j'ai fait celle d'Evelyn Joss, voilà, que je ne peux que conseiller parce qu'elle est géniale. J'avais que du bien sur la Ouais. formation trauma Ah non, de vraiment. Evelyne. Ah ouais, vraiment chouette. Cool. Eh bien, écoute, est-ce que tu as d'autres choses que je n'aurais pas explorées et que tu avais envie de dire, ou besoin de dire, ou important à dire? Mm. Je pense que c'est important aussi de savoir que les violences sexuelles et les violences conjugales, hein, d'ailleurs, touchent absolument tous les milieux. Alors, on Mm. parlait tout à l'heure de la culture du viol. Je pense que un de nos angles morts, hein, ce qu'on a encore vraiment du mal à regarder, c'est que c'est présent absolument partout et qu'on a tous dans nos proches des victimes, on a tous dans nos proches des agresseurs. Et que c'est important, voilà, de se dire qu'il faut qu'on ouvre les yeux. Après, il y a aussi bien évidemment, hein, des populations qui sont plus à risque. Alors ça, c'est un chiffre d'ailleurs que j'ai pas cité tout à l'heure dans les stats et qui pour moi est quand même vachement important. Euh, L'Association francophone des femmes autistes avait fait une étude spécifique qui avait révélé que 9 femmes autistes sur 10 ont été victimes de violences sexuelles. Donc ça, par exemple, bah, savoir que la façon dont notre société fonctionne par rapport au consentement, le fait que ce soit pas toujours explicite, eh bien, ça fait que ça met encore plus en danger des personnes qui ont des difficultés d'accès à l'implicite, par exemple. Voilà. Mm. Et ça, c'est des choses qui sont essentielles aussi à savoir, parce que oui, dans les neuroatypies, il y a des choses qui mettent plus en situation de danger, de précarité face aux violences. Et j'essaie de me calmer là. Je pensais, et après, on viendra nous faire chier que le consentement, c'est pas assez sexy, que oh, on va quand même pas demander à chaque. Ah, si, Et alors, si, ça peut être très vraiment, sexy. ouais, C'est alors, en plus, vraiment, vraiment, ça peut être très sexy. c'est vraiment la posture de domination de base de j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Mais tu sais, c'est comme les médecins qui disent que demander le consentement à chaque fois que tu poses un acte médical, ça fait perdre du temps, machin, nanana. Et en fait, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Et ça crée tellement une relation de confiance. Et dans l'intimité, c'est pareil. Enfin, quelqu'un qui s'assure que tu es OK à chaque instant, Génial. clairement, et en termes de capacité de lâcher prise et donc d'accès au plaisir, eh ben, je suis désolée, les gars, mais il faut qu'on vous le dise. Ça vous déporte. Ok. Et je pensais j'y reviens du coup sur le consentement de ce qu'on fait en séance. Tous les gestes, je remets une couche, hein, parce que je l'avais déjà dit dans Oui, un podcast, mais oui, avec Marie-Lisa, ouais. non, bah, même celui que j'avais fait sur le toucher en séance, celui avec Mm, Marie oui. aussi à réécouter absolument, mais celui que j'avais fait sur le toucher en séance, où j'avais eu des réactions de beaufries incroyables Mm. sur... je passais des messages subliminaux, sexuels dans mon truc, enfin, un truc incroyable. Non, on demande aux gens de leur, si on est, et ça et en formation aussi, parce que tu racontais en formation tout à l'heure, et t'es pas la première, j'ai accompagné des gens, moi, là-dessus, des hypnos qui ont mal vécu leur formation. Donc bon, ok, les cadres, les formateurs, ce qu'ils font faire, très bien, ça commence mal. Mais attention à tous ceux qui se forment, demandez si vous pouvez mettre une main ici, si vous pouvez faire un ancrage, si voilà. Et puis les formateurs, enfin, Formateur, pareil, hein. oui, mais moi, en fait, ça dépend du cadre qu'il pose. Moi, mon formateur, quand j'ai eu besoin, moi, de poser avec mes co-stagiaires, et même avec lui, il était hors de question que quiconque me touche, encore plus quand j'ai les yeux fermés sans m'en Mm. avoir informé. En fait, pour lui, il n'y avait pas de souci. Et Oui, cet événement, justement, où je te disais que j'avais eu une remontée traumatique pas cool, je me souviens qu'il a intervenu où j'étais vraiment en état de panique.
Et je me souviens que justement, il m'a demandé quoi. Il m'a demandé, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que je peux toucher ton visage? Enfin, tu vois, et du coup, Mais je me suis... ça doit venir d'eux pour moi. Mais ouais, donc il y a De toute aussi... façon, ça doit venir du centre de formation. C'est Mais, comme tout dans les boîtes, ça vient de la tête, hein. ah oui. Donc Et à donc partir il du y a moment où aussi... tu cadres dans toutes les formations où tu dis, mais comme pour l'instant ça vient pas d'eux, et aussi aux stagiaires, vous pouvez aussi mettre vos propres cadres. C'est que vous n'êtes pas obligé d'accepter le cadre de la formation en mode pump it up, on fait ce qu'on veut, quoi. Mais heureusement, il y a quand même des formateurs. Et il y a des formateurs qui sont super, et des Ouais, formatrices qui sont super. qui font attention. Et ça change, je pense. Du bois, du bois. Ouais. Et encore du taf, beaucoup de taf, mais on avance. Bien. Et bien sûr, cette bonne parole. Merci beaucoup, Aurélie. Merci C'était beaucoup à toi. très, très chouette de discuter avec toi et d'entendre là-dessus, un podcast très important, je pense. Donc, si on veut te retrouver sur Insta, Ouais. Facebook, Insta plutôt, Plutôt Insta, Facebook, je Insta, t'avoue que j'y suis assez peu. Mais ouais, je suis très présente sur Insta pour le coup. Donc ouais, plus Insta. ben, c'est de quoi ton Insta? Alors, c'est Aurélie, tiré du 8 hypnose.is21, je crois. Je le mettrai dans Ouais. la description et dans la fiche. Je pense que je vais faire une fiche de récap. Donc, pour des séances avec toi, si besoin, pour de la supervision Mhm. de Un thérapeute, si tel, besoin, ou et pas. pour des infos, parce qu'il me semble que tu nourris pas mal ton Insta de moult infos. Oui, et puis bah ouais, même des fois en DM, voilà, il y a des collègues qui Oui, viennent. discussion. Pas de souci là-dessus. Je préfère toujours qu'on pose des questions, ça c'est mon côté ex-enseignante, mais je préfère toujours qu'on pose des questions avant de faire les boulettes qu'après. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à toi, Anna.